Bonjour et bienvenue sur le plateau de Valeurs pour cette 29e édition. J'ai l'honneur et l'avantage d'accueillir Tadhg Chris. Bonjour. Alors un champion PDG, champion du monde de roller sur rampe 3 fois. Il a sauté de la Tour Eiffel, il a fait des choses incroyables, il s'est brisé entièrement. Et là, il a pour ambition de devenir un champion du monde des télécoms. Exactement. En ubérisant les numéros de téléphone. Il va nous raconter tout ça parce que mes capacités ne vont pas jusque-là. Cette émission se déroule en 3 temps. Tadhg Chris, homme, projet, structure. Tout d'abord, nos téléspectateurs seraient ravis de comprendre qui est l'homme Tadhg Chris, qui sont les personnes qui se trouvent autour de Tadhg Chris également, et comment cette aventure a démarré. Alors, depuis le lit d'hôpital. Voilà, bien sûr. Alors, même avant, pour vraiment démarrer du début, ma mère est grecque, mon père algérien. Je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans, et c'est vrai que très vite, en étant gamin, j'étais passionné de roller. Je faisais du roller au Trocadéro et en grandissant, je voulais en faire mon métier. Donc, j'ai commencé à m'entraîner comme un fou. Après, ça a commencé à marcher. J'ai commencé à faire des compétitions, à être sponsorisé et à pouvoir en vivre pendant quasiment 20 ans, à voyager partout dans le monde, à faire donc les championnats du monde, à gagner les championnats du monde, les fameuses X Games. C'est une activité qui n'était pas très connue. Ouais, c'était pas très connu. Sport extrême, mais vous avez... C'est vrai. Alors, aux États-Unis un peu plus, et je faisais beaucoup de compétitions là-bas, mais c'est vrai que j'ai essayé justement de démocratiser le sport en organisant des records, justement le record de la Tour Eiffel et du Sacré-Cœur. Et quand on voit finalement l'événement de la Tour Eiffel et du Sacré-Cœur, c'était quasiment un événement de start-up, parce qu'il fallait convaincre tout le gouvernement, faire des dossiers de 100 pages, trouver 1 million d'euros pour sauter, m'entourer d'une équipe de 100 personnes, etc. Et donc finalement, et vu que j'étais dans un monde aussi où il n'y avait pas beaucoup de potentiel, les sports extrêmes, c'est pas le foot ou le tennis, très vite, je me suis dit, il faut que je pense à mon avenir et je ne pourrais pas faire des acrobaties. En plus, je me casse partout, tout le temps. Et du coup, voilà, il y a 3 ans, je me suis une fois de plus cassé la jambe et je me suis dit, voilà, tu as bientôt 40 ans, tu ne peux pas faire tes folies, tu es un challenger, tu as besoin d'adrénaline, que ce soit dans le sport ou dans l'entreprise. Et t'aimes voir les choses en grand. Donc, même si tu n'y connais rien dans le monde des télécoms, tu es passionné de technologie, qu'est-ce que tu peux inventer là-dedans qui n'existe pas ? Alors, une petite parenthèse, la formation de base de Tadhg Chris, c'était quoi ? Alors, la formation de base, ça c'est assez drôle. Mes parents ne m'ont jamais envoyé à l'école. Alors, même pas une journée en maternelle. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut pas aller à l'école. Pas cet exemple, forcément. Non. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas aller à l'école. Je dis simplement que, finalement, l'erreur, c'est que je vois les jeunes, ils ont tendance à être assis et à attendre que l'information vienne vers eux. Et moi, vu que finalement, j'avais rien, mes parents étaient pas riches, on n'avait pas spécialement de réseau ni quoi que ce soit. Et vu que j'avais pas de diplôme, j'étais continuellement dans ma vie en train de devoir aller chercher la culture, la connaissance et la technologie, etc. Donc, j'ai toujours appris au jour le jour. Donc, quand je me suis mis dans les télécoms, c'est vrai que j'y connaissais rien. Mais je vous donne un exemple. Faites 2 heures de piano une fois par semaine pendant 20 ans et faites 15 heures par jour pendant 2 ans. Vous avez plus de chances de devenir virtuose avec 15 heures par jour pendant 2 ans. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, toujours l'extrême. Toujours se donner à fond, toujours... passion, travail acharné, remise en question et penser, comme on dit, out of the box. C'est-à-dire que peut-être de par mon éducation, vu que je ne suis pas rentré dans les moules en quelque sorte, j'ai abordé les sujets sans me dire que, comme on dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est-à-dire que je ne me suis pas mis de barrière et j'ai vraiment vu ça avec un œil neuf. Et surtout sans complexe. Sans complexe, et je me suis dit... Ça aurait pu être le pendant, c'est-à-dire la conséquence de tout ça, c'est de dire je ne me sens pas prêt, j'aimerais, mais je ne sais pas. Évidemment, quand je suis arrivé dans le monde des télécoms au début, les gens me disaient mais qu'est-ce que le champion de roller vient faire dans les télécoms ? Il n'y connaît rien, quoi. Alors, ce projet, on est dans un projet qui juxtapose 2 mondes, le monde des opérateurs, le monde des applicateurs. Vous commencez, je crois, par les applications, le software, et aujourd'hui, vous êtes dans la réunion des 2 mondes, c'est ça ? Exactement. En fait, comment ça s'est passé ? Vu qu'au début, je ne connaissais aucun des 2 mondes, moi, je suis parti de l'expérience utilisateur. Et c'était presque ça ma force. C'est-à-dire que je me suis dit, pour le client, pour l'utilisateur, idéalement, il faudrait que le produit soit ça. Il faudrait que les numéros de mobile, comme des adresses e-mail, ne soient pas coincés dans des cartes SIM. Quand on réfléchit,
j'ai mes mails, j'ai plus de batterie, je peux prendre le téléphone d'un pote et récupérer mes mails. Et c'est quand même hallucinant que la carte SIM n'a pas évolué depuis 30 ans et que quand j'ai plus de batterie ou on me vole mon téléphone, je suis obligé de repartir au magasin à SFR ou Bouygues Orange pour récupérer une deuxième carte SIM. C'est ça l'idée de départ. L'idée de départ, c'est-à-dire de me dire, je vais mettre les numéros de mobile, les numéros dans le cloud. Okay. Et ça va devenir comme une adresse email. Et donc, quand j'ai pensé à ça, c'est vrai que c'était difficile, par où je démarre, et donc j'ai dû chercher... Depuis votre lit d'hôpital. Voilà, sur l'île d'hôpital, donc j'ai commencé à chercher ce qu'on appelle un chef architecte télécom, pour savoir si c'était possible, etc. Et donc j'en ai trouvé, et je lui ai donné un peu d'argent pour qu'il puisse me faire des diagrammes et me dire si c'est possible, et à partir du moment... C'est ça, d'accord. Au début, vous êtes tout seul avec votre projet, vous trouvez quelqu'un qui bâtit, qui transforme le rêve en réalité architecturale. Voilà, me dire juste si c'est possible. Voilà. Et à partir de là, vu que le chef architecte m'a dit « oui, c'est possible, sauf que justement, il faut être les deux mondes à la fois ». Parce que des numéros de mobile, c'est des numéros de mobile qui appartiennent aux opérateurs télécoms. Donc il faut être opérateur. Il faut interconnecter les antennes. Il faut faire tout ce qu'on appelle les réquisitions légales, la portabilité, etc. Beaucoup de termes techniques. Et à la fois... Et les opérateurs se défendent pas, là ? Alors, c'est là où il y a une grande force, c'est que maintenant, dans la loi européenne et partout dans le monde, on a ce qu'on appelle les MVNO. D'accord. Les MVNO, en France, on a M6 Mobile, Virgin Mobile ou Énergie Mobile. Qui se distinguent des MNO. Alors, le V, ça veut dire virtuel, et MNO, c'est Mobile Network Operator. Donc deux mondes encore. Deux mondes, voilà. Et donc, les MNO, c'est les SFR, Bouygues, Orange et Free, qui, eux, sont propriétaires des antennes. Sauf que les MVNO, légalement, ont le droit d'utiliser, d'acheter le réseau aux opérateurs. D'accord. Et finalement, moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est être MVNO, donc j'ai pris mes licences télécom, mais sans acheter de trafic chez les opérateurs, parce que la technologie que j'ai inventée, c'est que l'application on-off, donc c'est une application qui se télécharge sur l'Apple Store ou Google Play, qui s'appelle on-off, demande à la carte SIM, quelle qu'elle soit, d'appeler et d'émettre l'appel. Donc en réalité, quand vous faites un appel sur mon application, c'est aussi bien que chez Bouygues, SFR ou Orange, parce qu'en réalité, c'est chez eux. Mais c'est un hold-up technologique légal que vous avez fait. En quelque sorte, c'est vrai. Non, pour votre plus grand bien. C'est vrai. Après, le vrai danger des opérateurs, en réalité, c'est pas moi, c'est les Skype, les Facebook, les WhatsApp, déjà qui respectent pas la loi des télécoms, donc la sécurité et ce genre de choses, et qui, eux, volent tous les clients et tout le trafic totalement aux opérateurs. En réalité, quand les gens appellent par Facebook ou quoi que ce soit, les opérateurs, ils n'y voient rien. Et donc là, les opérateurs, au début, m'ont vu un peu comme un danger, en se disant « Ouh là là, celui-là, il nous fabrique une application qui utilise nos réseaux, etc. » Mais très vite, ils se sont dit « Alléluia, enfin, un mec qui fait des applications comme Facebook... » Qui vont nous rapporter de l'argent. Qui va nous rapporter de l'argent, qui respecte la régulation, qui respecte la sécurité, qui respecte la loi, et qui utilise nos antennes. Donc en réalité... vous négociez avec eux, finalement. Maintenant, je négocie, je partage même les revenus avec les opérateurs. Et donc c'est drôle parce que... Vous êtes en train de devenir une multinationale. Enfin, on est en train, alors on est encore un peu en mode start-up, mais j'ai commencé tout seul sur mon lit d'hôpital à faire du design la nuit. Là, on est déjà 40 et on est en train d'embaucher plusieurs personnes, des ingénieurs surtout, plusieurs personnes par semaine. L'idée, c'est sûrement de fin 2017 qu'on devrait être 100 au bureau. Vous êtes situé où ? Alors, la société est 100% française. La société s'appelle On-Off Télécom. L'application, c'est juste On-Off. Et voilà, moi, j'ai toujours grandi Pourquoi en avoir France. choisi la France ? D'abord parce que j'ai toujours grandi en France et je voulais pas, j'avais pas envie, dès qu'on crée une boîte qui est intéressante, on vient s'exiler, en tout cas fiscalement à l'étranger. Non, c'était pas correct. En plus, tous mes actionnaires sont français, en tout cas 99%. Et justement, point intéressant là-dessus, j'aurais pu, comme beaucoup de startups, aller voir des fonds, etc. Ouais. Mais je me suis dit, c'est un projet humain. J'ai envie de faire participer des potes d'enfance. Friends and family. Voilà, friends and family, et des gens qui ont normalement pas spécialement vocation d'argent ou de chance d'investir là-dedans. Donc c'était même pas qu'une histoire d'argent pour ces gens-là. Donc je donne un exemple, mon caméraman avec qui j'ai voyagé des années a mis 800 €. C'était pas pour l'argent. 800 € ne fait pas grande différence. Aujourd'hui, on a levé près de 7 millions d'euros. Voilà. Mais n'empêche, je me dis que si la société demain devient une énorme multinationale, lui, il aura peut-être un appartement avec ses 800 €. Est-ce que le sport vous a aidé, pour réaliser ces projets? Le sport m'a aidé, évidemment. En fait,
c'est que le sport est tellement formateur dans le sens où, quand on veut devenir champion, il n'y a pas d'improvisation là-dessus. On est obligé de travailler pendant des années et on tombe toute la journée, on se relève, comme je dis toujours, 7 fois à terre, 8 fois debout. Donc finalement, et quand on fait du sport, pour devenir champion du monde, c'est très difficile. Donc il faut ne faire que ça, être passionné, être un acharné du travail. Et donc moi, j'ai fait ce projet comme mes nouveaux championnats du monde. Tout à fait. Donc, bien sûr que j'étais continuellement à me remettre en question, à analyser, à ne vivre que pour ça. Alors après, il y avait des trucs nouveaux. Dans le sport, je n'avais que ma personne à gérer. Mes fatigues, mes risques, etc. Là, il faut gérer des gens, motiver des gens, avoir la vision, etc. Mais est-ce que vous êtes heureux dans cette phase de votre activité ? Alors, c'est bien sûr que je suis heureux dans le sens où c'est plaisant, c'est une évolution agréable dans une vie, parce que être sportif, c'était super, mais je ne me voyais pas vivre par le passé toute ma vie et me retrouver à 50, 60 ans et être toujours dans la tête des gens le mec qui a sauté la Tour Eiffel, même si c'est super. Et en plus, en étant dans un nouveau métier, un nouveau milieu, je rencontre des gens intéressants et des gens différents, tout ça, c'est génial. Après, c'est encore une énorme pression, parce que vous l'imaginez, quand des investisseurs vous donnent plusieurs millions d'euros et que vous avez du coup 40 personnes au bureau que vous faites vivre, donc vous avez une vraie responsabilité là-dessus, ils ont des familles et tout, et que la société n'est pas encore rentable, ce qui est le cas, on perd encore beaucoup d'argent, mais c'est normal, en fait, le métier des télécoms, il y a de longues années, on va dire, d'interconnecter les réseaux dans le monde entier, d'investissement, et donc, oui, c'est peut-être 4 ans de développement, 10 millions d'euros d'investissement. 2018, vous serez à peu près... Ouais, je serai prêt. Vous serez prêt, voilà. Ouais. Hein. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, en regardant cette caméra, indiquer à nos téléspectateurs quelles sont les valeurs qui vous portent, Chris, s'il vous plaît ? Alors, les valeurs, en tout cas, qui me portent, c'est bien sûr toujours la passion, la persévérance et tout, mais surtout de montrer que tout est possible dans la vie. Et ça, c'est agréable. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas justement né dans les télécoms, et de l'extérieur, on se dit... les grands métiers comme ça, je ne sais pas, la banque, les télécoms, les trucs comme ça, c'est que pour une élite qui a des fonds, qui a énormément d'argent ou qui vient des grandes écoles, etc. Et pour le coup, non, c'est pas vrai. Finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que même ces grands métiers, plus ils sont grands, plus ils s'éloignent un petit peu de l'innovation. Et si on rentre dedans et on apprend à les connaître, eh ben on arrive à trouver des ponts pour ubériser et réinventer. Et donc finalement, le message de fond là-dessus, c'est de dire, avec beaucoup de passion, persévérance et d'idées neuves, eh ben c'est possible de créer des trucs incroyables pour tout le monde. Et là, pour le coup, moi, j'avais pas d'argent, je démarrais de zéro, ça ne m'apportait pas un avantage d'être taille crise, presque un désavantage. Les gens disaient, qu'est-ce que ce rollerman va nous apprendre dans les télécoms, quoi. Chris, merci infiniment. Est-ce que je peux résumer en disant peut-être inventer votre vie et aller au bout de vos passions. Voilà, exactement. Merci infiniment. Au revoir. Merci. Ciao.